ara, bi egunez debateak, maininguruak eta filmak badira lurraman, eta aurtengo gaiari buruz, bioanistasunari buruz, beraz lehena horretxet izanen da. Besterik gabe hitza utziko dakot Ibani, berak du kudeatuko maininguru hau, jendean hitz bada, ez da baitez bada simplena kudeatzeko, benan, ara, kura jaon, Iban, eta izan. Arratsaldeon guztiei, bonjour à tout le monde. Effectivement, ça va être un sacré challenge, cette table pas ronde, mais cette table longue. Donc je vais faire très court sur l'intro, simplement dire que aujourd'hui, on a quand même un point commun avec l'époque des dinosaures, il y a 65 millions d'années, puisque nous vivons une extinction massive des espèces animales et également végétales. Et malgré tout, il y a quelques irréductibles, et ils nous expliqueront certainement pourquoi, qui tentent de réintroduire, de refaire vivre des variétés anciennes. Donc on pourra s'interroger sur la pertinence de s'accrocher mordicus à la pérennisation de variétés anciennes quand autour de nous tout s'écroule. Et ils nous expliqueront comment ils le font. Autour de la table, je ne vais pas vous présenter les uns les autres, vous avez les petits papiers et c'est également indiqué dans les programmes. Simplement vous dire comment ça va se dérouler. Donc, dans un premier temps, pendant une demi-heure, on aura une longue introduction, enfin une mise en bouche consistante du sujet par Guy Castier, qui se présentera lui-même. Et ensuite, tour à tour, chacune et chacun auront 3 minutes chrono pour nous parler qui du maïs roux, qui de la chachillardie, qui de l'abeille noire, et ainsi de suite. Et 3 minutes, ce sera très important que vous teniez le tempo, surtout les premiers, pour que les derniers puissent aussi s'exprimer. Donc on va faire une règle assez scolaire, mais dès que vous serez à 2 minutes 30, vous entendrez ça. Donc il sera temps de penser à conclure. Et ensuite on gardera un petit temps d'échange avec vous, ce qui permettra éventuellement à celles et ceux qui auraient souhaité être un peu plus prolixes de continuer le sujet. Puis après, bien sûr, il y aura une autre conférence à 17 h, et après la fête continuera. Donc si vous voulez avoir plus d'infos, vous pouvez les toper les unes et les autres en bas sans problème. On démarre tout de suite. C'est à vous. Merci et bonjour à toutes et à tous. Donc Guy Kastler, avec le nom que je porte, qui vient d'Alsace. Plus fort. Donc Guy Kastler, avec le nom que je porte, qui vient d'Alsace, mais je ne suis pas alsacien, en tout cas par ma vie, puisque je suis du Languedoc méditerranéen, où je suis arrivé à l'âge de 3 mois et que je n'ai jamais quitté en ce qui concerne mon domicile fixe. Ça ne veut pas dire que je ne me promène pas. Donc dans ma vie, après avoir été ouvrier agricole assez longtemps, j'ai été tondeur de moutons, producteur de vin et puis berger et fromager. Et j'aime beaucoup cette expression berger parce que je ne me considère pas comme un éleveur, en tout cas si avec l'élevage on a l'image des usines à viande qui petit à petit ont remplacé beaucoup de ce que est l'élevage traditionnel ou pastoral tel qu'on l'a connu pendant très longtemps. Je commencerai par 2 chiffres. Je n'aime pas les chiffres et j'ai le moins mémoire des chiffres, mais il y a 2 qui me frappent beaucoup. Le premier, qu'on est en train de découvrir tout d'un coup, alors qu'on a été longtemps à le constater, en tout cas vers chez moi, quand j'étais petit. Le soir, s'il n'y avait pas un feu ou un bon fumeur, on ne pouvait pas manger dehors. Il y avait trop d'insectes. Et pourtant, Dieu sait que dans le midi, le soir, c'est agréable de manger dehors. On ne pouvait pas faire 20 km en voiture sans nettoyer le pare-brise. Et aujourd'hui, des scientifiques ont découvert ce qu'on a constaté depuis de nombreuses années, c'est que 80% des insectes ont disparu. Je parle de l'Europe. Et que dans mon pays, qui est un pays viticole, on a 3 traitements insecticides obligatoires chaque année, je ne parle pas des autres traitements, par arrêté préfectoral, et des enfants de plus en plus nombreux qui naissent déformés, avec des maladies qui sont liées à ces traitements insecticides. Donc ça, c'est un premier flash. La biodiversité qui disparaît, on a l'impression que les insectes ne servent à rien. Aujourd'hui, on est incapable de faire vivre nos vignes sans des produits qui empoisonnent, voire tuent de plus en plus de personnes. Le deuxième flash,
quand j'étais petit, il y avait 2 à 3 troupeaux par village dans la plaine languedocienne. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il doit y avoir quelques peut-être troupeaux de taureaux de Camargue pour les fêtes, parce que là, il y a un business avec les fêtes. Mais les troupeaux de moutons, il y en a une quarantaine dans tout le Languedoc, c'est le maximum. Je parle de la plaine. Hein. Et le tournant, pour ceux qui ont vécu comme moi, le marché commun, ça a été quand les agneaux australiens sont arrivés au début des années 80. Ma foi, si on n'avait pas la prime montagne, on ne pouvait plus vivre de la viande et du troupeau. Et ces troupeaux qui étaient dans la plaine languedocienne, c'était un système pastoral. Le berger, il avait ses animaux, il n'avait pas de terre, mais il n'avait pas besoin d'avoir de terre parce qu'il allait pâturer d'abord dans les vignes l'hiver, les bois, il les entretenait contre l'incendie, et en échange du fumier, il avait la bergerie, l'accès aux communaux, et le fumier servait pour les cultures, que ce soit le maraîchage, que ce soit l'arboriculture, que ce soit la vigne. Sont arrivés les engrais chimiques, on n'a plus eu besoin du fumier. Sont arrivés les agneaux de Nouvelle-Zélande. On s'est cassé la gueule si on n'avait pas les primes. Les quelques troupeaux qui restent sont en zone de montagne. Et aujourd'hui, en zone de montagne, vous connaissez peut-être ici de loin, parce que je sais que certains d'entre vous, en tout cas, sont allés le voir, le système Roquefort, où il y a encore des bergers dans le système Roquefort, mais il y a aussi un élevage de plus en plus industriel, avec certains troupeaux où les animaux ne sortent plus. Alors, en Roquefort, heureusement, ils refusent les OGM, donc ils ne nourrissent pas avec du soja d'Argentine. Ce n'est pas tout à fait le système breton. Mais voilà, l'élevage qu'on a aujourd'hui n'entretient plus le territoire. Il le pollue, il le détruit, et en plus, il va prendre des terres dans des pays où peut-être on a besoin de produire de la nourriture, puisque chaque fois qu'on a un hectare de maïs, je parle du maïs pour nourrir les animaux chez nous, il faut un hectare de soja en Argentine ou au Brésil, parce qu'il faut équilibrer la ration. Et sans en rajouter, ce type d'élevage, il réchauffe la planète, c'est extrêmement clair. Et ce n'est pas uniquement à cause du méthane, c'est parce qu'il n'y a plus cet entretien des sols par les troupeaux et par l'amendement organique, que ça repose entièrement sur des systèmes avec herbicides, engrais chimiques, qui déstockent le carbone qui est dans le sol, et que là, on réchauffe la planète, c'est avec ça qu'on nourrit les animaux, alors que l'élevage pastoral, quand on entretient, chez moi, on va entretenir les bois, les forêts contre les incendies, on fait en même temps un transfert de fertilité qui va aider le cultivateur à stocker du carbone dans le sol. Donc on a un système qui est en train de disparaître, et ce système-là, cette civilisation, quand je parle de pastoralisme, je pense que je parle d'une civilisation chez moi. Moi, je l'ai vu disparaître, cette civilisation des bergers du Languedoc. Cette civilisation, elle produisait une nourriture de qualité. Et sa disparition, à quoi elle nous amène? Une grande diversité d'animaux, et ça, je pense que je n'ai pas besoin d'en parler, ceux qui vont parler après moi le diront. C'est des images provocatrices que je vais donner pour ceux qui ont vu, dans les années 70, un film qui s'appelle Soleil vert. On y est. On y est. On n'a plus besoin d'animaux pour se nourrir. On va manger des boulettes, des croquettes, moi j'appelle ça. On ne saura même pas ce qu'il y a dedans. Pourquoi aujourd'hui, tout d'un coup, on s'acharne pour faire disparaître toute cette diversité? Pourquoi des gens comme moi, je connais depuis les années 70, les antispécistes, j'étais à Nature et Progrès quand Nature et Progrès est né, on les avait déjà, ils avaient le même discours qu'aujourd'hui. Mais bon, on vivait très bien avec eux parce que c'était pas... Mais aujourd'hui, ils passent à la télé, ils passent à la radio, ils ont plein de fric, et tout d'un coup on nous dit, il faut arrêter l'élevage. Et qu'est-ce qu'on cible? On ne cible pas les usines à viande quand on dit il faut arrêter l'élevage. Ceux-là, de toute façon, ils ont assez de fric, il y a du business derrière, etc. Les abattoirs qui ont été visés, je pense qu'il y en a
des vôtres ici qui a été visé. Moi, chez moi, ça a été l'abattoir de Vigan. C'est que des petits abattoirs de proximité qui sont visés. C'est que les petits abattoirs qui font vivre le pastoralisme. Le pastoralisme qui repose sur la diversité des races animales, parce que chaque lieu a besoin d'une race animale différente. Moi-même, je me suis installé en système fromager. Je suis venu chercher mes brebis ici, au Pays Basque. J'aurais spontanément, la Corse, ça ressemble plus à mon paysage, mais bon, à l'époque, il y avait de la brucelloise en Corse, donc je suis venu ici. Je crois que j'ai vu dans la salle un des premiers bergers qui m'a donné des mâles reproducteurs. Mais les animaux qui sont venus d'ici, du Pays Basque, bon, c'est des bons débroussailleurs. Hein, la tête rouge, pour aller dans les broussailles, elle est bonne. Mais bon, chez moi, il fait sec, c'est pas les mêmes sols, il a fallu qu'elle s'adapte. Et ce que sont devenus ces manèges tête rouge au bout de 25 ans chez moi n'a plus grand-chose à voir avec... si, ça ressemble, hein, je veux dire, elles ont la même gueule, etc. Mais elles se sont adaptées. Certaines herbes, et là vous voyez ce que c'est que la diversité, elles ont mis 10 ans avant de découvrir que certaines herbes étaient comestibles chez moi, parce qu'elles n'existaient pas ici. Mais le lendemain, tout le troupeau les mangeait. Et donc cette adaptation locale qui fait aussi que la génétique change, que la qualité des fromages change. J'ai appris à faire d'un fromage qui ressemble à l'osso-irati que j'ai fait chez moi, et je disais en boutade tout à l'heure à un de mes amis que j'ai fait l'osso-irati. Non, je n'ai pas fait l'osso-irati dans l'Hérault, j'ai fait un fromage qui est différent. Parce que la diversité des territoires crée une diversité aussi au niveau des aliments. Donc, je m'arrêterai là sur les animaux, je dirais 2 mots quand même de la diversité végétale, mais sur un autre registre. La diversité végétale, c'est très simple. Une plante, quand elle commence à pousser, elle est là, et elle ne peut plus changer d'endroit. Nous, s'il fait froid, dehors, on rentre dedans. Mais une plante, s'il fait froid, il faut qu'elle s'adapte, il faut qu'elle s'adapte à son sol, à son climat, au mode de culture, parce que c'est des plantes domestiques qu'on cultive, on les a rapprochées de l'homme, et elles se sont rapprochées elles-mêmes de l'homme. Donc une plante qui n'est pas adaptée à son territoire, elle est malade. Elle ne pousse pas comme il faut. Or, il y a une diversité de territoires telle que, et c'est ça qui a créé l'immense diversité des plantes cultivées qu'on a aujourd'hui, qui ont été créées par des générations et des générations de paysans qui, chaque année, ressemaient une partie de leur récolte pour adapter les plantes à leur terroir et échanger des semences entre eux pour garder un petit peu de diversité. Et puis est arrivée la révolution industrielle, les premières révolutions vertes dans les années 50. Et là, le génie de l'agronomie a dit, mais quand même, c'est stupide, on a des plantes qui sont plus belles que les autres, on va les multiplier à l'identique, on va éradiquer les hors-types. Je ne sais pas si quelques-uns qui ont mon âge, ça vous rappelle quelque chose, multiplier à l'identique et éradiquer les hors-types. Enfin, moi, ça me rappelle la dernière guerre mondiale. On a fait ça avec les plantes, on a fait ça avec les animaux aussi, hein, ça je vous laisserai en parler tout à l'heure. Mais la plante élite, elle est adaptée au lieu élite. Mais nous, les paysans, on sait très bien que ça n'existe pas, le lieu élite. Même le même champ, d'une année sur l'autre, ce n'est pas les mêmes conditions de culture. Et le même terroir, il y a des terres plus fertiles, des terres moins fertiles. Et des fois, c'est d'ailleurs sur les terres les moins fertiles qu'on fait la nourriture qui a une meilleure qualité que sur les terres trop fertiles. Et donc, au lieu d'adapter les plantes, chacune, à son terroir, à ses conditions de culture, au climat, aux besoins aussi économiques et nutritionnels des populations, on a adapté les terroirs à la plante élite. Ça s'appelle l'engrais chimique, les pesticides, les gros tracteurs, etc. Et la diversité a totalement disparu. La FAO dit qu'on a perdu 75% de notre diversité en l'espace d'un siècle. On a perdu bien plus, en tout cas chez nous, en Europe de l'Ouest. On n'a plus de variété locale. Si on veut recommencer des sélections, et là je crois que nos amis du Grand Roubasque, ils nous expliqueront comment ils ont fait, on arrive parfois à retrouver quelques grains qui ont été gardés par des anciens, sinon il faut qu'on aille dans les frigos des banques de gènes pour redémarrer des sélections. Mais ce qui a été cultivé il y a 40 ans n'est pas adapté à ce qu'il faut cultiver aujourd'hui. Il faut qu'on refabrique
de la diversité. Alors, un des grands enseignements des 15 dernières années qu'on vient de passer avec le réseau Semences Paysannes que j'ai accompagné depuis sa naissance, et il est important de le connaître, cet enseignement-là. Lorsque nous avons démarré, on nous a dit « tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit ». Tu n'as pas le droit d'échanger tes semences, tu n'as pas le droit de cultiver des variétés qui ne sont pas au catalogue, tu n'as pas le droit de vendre ta récolte, tu n'as pas le droit, tu as le droit de rien. Et donc, bon, c'était dans le Midi, c'était à côté de Toulouse, à Oswil, on s'est réunis, on était 350 ce jour-là, on attendait une centaine de personnes. Et ce jour-là, il y a eu un engagement de la Confédération paysanne, où effectivement on m'avait autorisé à le dire. On a dit, eh bien si un paysan, demain matin, est poursuivi parce qu'il échange ses semences, nous serons là pour lui dire de continuer à échanger ses semences et pour le défendre. Et du jour au lendemain, tous ces paysans s'étaient rencontrés, ils se cachaient, c'était interdit de faire ce qu'ils faisaient. Mais ils sont mis à en parler. On a eu des contrôles, bon, ben, on a été manifestés, on a été à Paris, à Bercy, pour leur dire que c'était inacceptable. Tout ça, et le réseau s'est développé à toute vitesse, à toute vitesse, à toute vitesse. Moi, j'ai connu le développement de l'agriculture biologique au début des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Je peux vous dire que le réseau Semences Paysannes, c'est 4 à 5 fois plus vite sa croissance sur ces 10 dernières années. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on a dit si on n'a pas le droit, on prend le gauche. Donc on le fait quand même. Bon, dans le Midi, on dit ça souvent, hein, on prend le gauche. On a pris le gauche, on a découvert qu'on avait le droit. Bien évidemment, tous les paysans ont le droit de sélectionner leurs plantes, et les sélectionneurs, comment ils font pour sélectionner des semences? Pour les inscrire au catalogue, et bien avant de les inscrire, ils ne sont pas inscrites. Donc ils échangent bien des semences qui ne sont pas inscrites, pourquoi nous, on n'aurait pas le droit? Et l'année dernière, donc en 2016, on est arrivé à faire voter une loi qui dit que les agriculteurs ont le droit d'échanger leurs semences entre eux. Alors ils ont rajouté dans le cadre de l'entraide, hein, comme on fait des échanges de services dans le cadre d'une CUMA, par exemple. Ça, c'est une leçon extrêmement importante. Or, je pourrais vous raconter la même chose sur les fauchages volontaires d'OGM. Quand une action est légitime, à partir du moment où on est nombreux à faire comprendre qu'elle est légitime, elle a beau être interdite, elle finit par être reconnue par la loi et par être protégée par la loi. Et c'est extrêmement important d'entendre ce message parce que souvent on a peur. On dit c'est pas possible, ça ne marchera pas économiquement, la loi l'interdit, etc. Eh bien non, la preuve, c'est qu'on arrive à faire changer les lois à partir du moment où une désobéissance est légitime. Je ne sais pas combien il me reste. Au moins un quart d'heure. Au moins un quart d'heure. Donc c'est très très bien. Alors je vais vous faire peur maintenant un petit peu, mais c'est bien qu'il me reste un quart d'heure parce que je ne terminerai pas sur le message pour vous faire peur. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Il est en train de se passer aujourd'hui deux choses qui ne sont pas encore visibles, mais qui sont en train de s'inscrire dans nos lois au niveau international, et maintenant c'est en train d'arriver au niveau national. Alors, au niveau réglementaire, on a tous connu deux choses. La première, je vous en ai parlé, le catalogue des semences. Ta variété n'est pas inscrite au catalogue, tu ne peux pas la cultiver, tu ne peux pas échanger. Il y a un droit de propriété intellectuelle dessus, ça s'appelle le certificat d'obtention végétale. Tu ne peux pas ressemer ta récolte où il te faut payer des royalties. Bon, à partir de là, du moment que nous, on peut échanger nos semences, on va développer les semences paysannes, ça ne pose pas de problème. Au niveau des animaux, on a quelque chose d'assez semblable. Hein. Alors, je ne vais pas... Hein, moi, j'ai travaillé un certain temps avec le centre d'Ordiap hein, de sélection. Je ne vais pas taper sur le travail extraordinaire qui s'est fait là. Mais on a quand même un problème. C'est qu'on a appliqué le même schéma. On va sélectionner l'animal élite et le reproduire à l'identique. Et à partir de là, la diversité, elle disparaît. Et le jour où on a un problème sanitaire, si on n'a pas la diversité, eh bien, où est l'animal qui va nous donner les caractéristiques qui nous permettront de s'adapter à ce problème sanitaire nouveau qui arrive? Je ne vous parle pas des canards, je vous parle des brebis parce que c'est mon... Mais c'est un petit peu pareil aussi avec les canards.
sous prétexte de grippe aviaire, on est en train de détruire les dernières races locales de volailles qui sont les seules à être capables de s'adapter à des virus qui viennent d'ailleurs, parce qu'elles sont adaptées au microbisme local et qu'elles ont un système immunitaire qui fonctionne. Alors que quand vous avez des canards qui sont tous absolument identiques les uns aux autres, qui vivent dans un milieu complètement confiné, qui n'ont pas de système immunitaire parce qu'en permanence on leur fout des médicaments vétérinaires, s'il y en a un seul qui est malade, ils meurent tous. Au niveau des animaux, alors les races locales résistent, mais quand vous prenez par exemple le troupeau laitier français, alors le troupeau laitier français, vous prenez la prime Holstein, c'est plus de la moitié du cheptel laitier français. Vous avez 4 reproducteurs. Il y a à peu près 60 à 80 reproducteurs dans le schéma de sélection de la prime Holstein. Ils sont tous originaires de 4 reproducteurs. Je ne vous dis pas la diversité qu'il y a dans le troupeau d'Holstein. Heureusement, il y a quelques éleveurs qui gardent des taureaux, mais bon, ils sont de plus en plus rares. Mais le jour où il va vraiment y avoir une maladie, on est passé de près avec la vache folle, comme il y a cette maladie, bon, on est arrivé un petit peu à s'en sortir, mais le jour où il y a une maladie qui touche une prime Holstein, elle va les toucher toutes. Parce qu'il n'y a plus aucune diversité. Alors, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui de nouveau? On s'imagine que, parce qu'on a vécu la question des OGM, qu'on dépose un brevet sur un gène qu'on a fabriqué au laboratoire, le gène Roundup-Ready qui résiste à l'herbicide, le gène BT qui permet au maïs de résister à un insecte, enfin non, qui fabrique de l'insecticide. Il ne faut pas dire quand même des mensonges. Bon, celui-là, on le connaît. Il a été fabriqué en laboratoire, il n'a rien à foutre dans le maïs. Souvent, je prends une autre comparaison qui est celle du poisson, du gène de poisson dans la fraise, parce que c'est le titre d'un livre de l'ami Arnaud Apothécaire. Si vous mettez un gène de poisson dans une fraise, pour que la fraise résiste au froid, et que vous avez choisi un poisson qui résiste au froid, vous le reconnaissez, parce qu'il n'a rien à faire dans la fraise. Il y a un brevet dessus, on vous contamine. Bon, effectivement, si votre champ est contaminé, il y a un problème. On a fait voter une loi, d'ailleurs, en France, là-dessus. En cas de contamination par un gène breveté, la protection du brevet ne s'applique pas. On est les seuls en France, parmi tous les pays européens, à avoir fait voter cette loi. Mais c'est bien aussi parce qu'on a résisté, qu'on a développé les semences paysannes, qu'on a fait montrer qu'il y avait ce risque, et on a fait voter cette loi. Donc, bon, tant qu'on n'utilise pas leurs semences, on va utiliser les nôtres. Il n'y a pas trop de risques. Et, on nous a dit que la coexistence est possible. Moi, je pense qu'avec le maïs, la coexistence avec les OGM n'est pas possible. Enfin, au moins, on n'a pas leur brevet dans nos semences. Puisque même si on est contaminé, le brevet ne s'applique pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, ils vont prendre un gène de poisson, ils le mettent dans la fraise, mais il n'y reste pas. Par contre, il va modifier les gènes de la fraise et il va donner la copie du gène de résistance au froid que la fraise va fabriquer elle-même. C'est ce qu'on appelle les nouveaux OGM, les nouvelles techniques de modification génétique. Ça coûte moins cher que la transgénèse, donc déjà la transgénèse c'est une vieille technique qu'on utilise encore, hein, on voit encore du Roundup-Ready, des choses comme ça. C'est moins cher, mais surtout c'est un avantage extraordinaire. Ça ne se voit pas. Et donc à partir de là, deux conséquences. La première, ils vous disent, mais c'est pareil que ce qui existe dans la nature, puisque c'est un gène qui a été fabriqué par la fraise, ou par le maïs, ou par des chèvres. Hein, parce que quand on parle de génomique pour les animaux, c'est exactement le même schéma. Donc ce n'est pas des OGM. Donc déjà, ça ne sera pas étiqueté, si on n'en veut pas. On aura de la peine à ne pas en vouloir, que ce soit dans notre troupeau, que ce soit dans nos champs, que ce soit dans nos assiettes, ce que nous appelons aujourd'hui les OGM cachés. Et là, quand on prend par exemple les agriculteurs bio qui disent qu'ils n'utilisent pas d'OGM, comment feront-ils pour ne pas utiliser d'OGM quand il y aura des OGM non étiquetés partout? Même nos amis espagnols
où les OGM sont étiquetés chez eux, ils n'arrivent pas à développer des filières sans OGM, parce que quand la filière OGM est majoritaire, c'est extrêmement difficile de faire une deuxième filière, ça coûte trop cher. De toute façon, on est contaminé par les voisins en permanence, et donc on ne s'en sort pas. Donc ça, c'est la première conséquence. Mais on dira, on peut encore s'en sortir, mais non. Parce que la deuxième conséquence, c'est que le brevet qui est déposé sur le gène, qui est décrit comme étant absolument semblable à ceux qui existent déjà dans nos plantes et nos animaux. Il est décrit comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas différent. Ils disent que c'est semblable. C'est évident que quand on a fait multiplier des plantes en faisant des multiplications cellulaires dans des éprouvettes, et après qu'on régénère une cellule pour faire une plante entière, elle a une quantité énorme de modifications génétiques, qu'on appelle non intentionnelles, qui la différencient complètement d'une plante qui est produite par des croisements, par des techniques qu'on a toujours utilisées, nous les paysans ou les premiers sélectionneurs. Et de la même manière, avec la génomique, on est en train de nous trier nos animaux et de penser à les modifier. Hein. On a déjà des saumons qui ont été modifiés comme ça, et pas que par transgénèse, qui sont modifiés aussi par ces nouvelles techniques. Pour ceux qui fréquentent un petit peu l'Amérique du Nord, on a des vaches sans cornes. Hein, je ne sais pas quelle est l'utilité des vaches sans cornes, mais bon, oui, dans les élevages concentrationnaires, c'est utile. Qui sont issus de ces techniques. Mais ça veut dire que le brevet sur ces gènes-là, il va s'appliquer aux gènes qui sont déjà dans nos semences ou dans nos animaux. Et qu'à partir de là, quand nous allons dire nous défendons nos races locales, nous défendons nos variétés locales, on va dire non, non, mais tu n'as pas le droit de les multiplier. Tu multiplies mon invention qui est protégée par un brevet. Alors, vous me dites, c'est machiavélique ce que tu racontes. Oui, quand je le raconte en France, on me dit, c'est pas vrai, il délire, il raconte des histoires. J'étais, et je conclurai là-dessus, parce que je voudrais laisser la parole à mes collègues, j'étais la semaine dernière, oui, encore à Kigali, au Rwanda, où on avait une réunion internationale avec 140 gouvernements qui étaient présents. Ça s'appelle le traité international sur les semences, hein, qui dépend de la FAO, c'est le système ONU. Je leur ai lu un article d'une directive européenne qui date de 1998. Quand je lis ça en Europe, on me dit, tu racontes des histoires. Non, non, ça y est, ça s'appelle la directive 98-44. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit la protection d'un brevet sur une information génétique. Une information génétique, c'est pas matériel, hein. C'est ce qui est, c'est des lettres sur un ordinateur. Donc c'est une information génétique qui n'a plus rien à voir avec, officiellement, avec la graine elle-même ou avec l'animal lui-même. La protection de ce brevet s'étend à tout organisme. Organisme, c'est un microbe, c'est un animal d'élevage, c'est nos plantes, qui contient cette information génétique et exprime sa fonction, c'est-à-dire de résistance à une maladie, à un insecte ou de caractère nutritionnel. Mais toutes ces informations génétiques, c'est celles qui sont déjà dans nos plantes et nos animaux. Mais je vous garantis que quand j'ai lu cet article-là, qui n'existe qu'en Europe, les gouvernements d'Afrique et les gouvernements d'Amérique latine et d'Asie qui étaient présents, mais ils ont dit, mais ça ne va pas, c'est pas possible. Et ils ont dit, on arrête tout de suite le rôle du traité, c'est de conserver toutes les semences dans les banques de gènes pour qu'elles restent accessibles, hein, les semences de nos anciens. On arrête tout de suite de faire ce travail si on ne résout pas ce problème. Alors, j'espère qu'ils vont nous aider à le résoudre, mais cette loi, pour l'instant, ne s'applique pas encore chez eux. Mais si nous, on n'est pas capable de faire en sorte qu'elle ne s'applique pas chez nous, elle s'appliquera aussi chez eux. Et là, je vais laisser la parole à mes amis, mais surtout, le message qu'il faut faire passer, c'est il faut aller manifester. Moi, je m'occupe de faire des plaidoyers, il faut aller faucher les champs. Mais le seul moyen, oui, c'est en tout cas le premier moyen pour que ce scénario catastrophe de science-fiction que je vous raconte ne se produise pas, c'est de développer cette diversité partout. Parce que tant qu'elle est partout, ils ne pourront pas l'empêcher de continuer à se développer. Ils ne pourront pas empêcher des paysans de continuer à échanger leurs animaux, à échanger leurs semences et à vendre toute cette diversité qui quand même est meilleure à manger que leurs produits d'usine, sans parler des boulettes de soie hiver. Voilà, merci.
Bon, merci beaucoup. On viendra à la fin, après le passage des 10 ou 12 intervenants, là, s'il y a des questions, sans problème. On va démarrer avec Frédéric Forçat pour l'abeille noire. Et ensuite, on continuera avec Pampi également. Et ne vous étonnez pas si certaines de ces personnes à la table nous quittent en cours, c'est parce qu'ils sont aussi bénévoles par ailleurs et qu'ils ont des obligations à ce titre-là. Allô, ouais. Bon, bonjour, donc je suis Fred Forçat, je suis agriculteur sur Itzazu et président du conservatoire de l'abeille noire du Pays Basque, Eskualerle Beltza. Donc voilà, il y a 5 ans, on a lancé un programme assez ambitieux de sauvegarde de la souche locale d'abeilles, l'abeille noire, en fait, qui est une souche qu'on retrouve un peu partout en Europe, mais avec une abeille avec un écotype bien spécifique en Pays Basque. Donc on a lancé, alors pourquoi sauvegarder l'abeille noire? Alors évidemment, comme énormément de races locales, c'était une espèce qui était menacée, notamment menacée par la pollution génétique, menacée par tous les problèmes sanitaires qu'on connaît aujourd'hui en apiculture. Et donc c'était important de sauvegarder une abeille qui est très très bien adaptée à notre territoire. Elle est très très bien adaptée à notre territoire, elle a plusieurs avantages. Le premier avantage qui n'est pas négligeable, c'est que c'est une abeille qui va sur énormément de fleurs, ce qui n'est pas le cas de toutes les abeilles aujourd'hui, donc qui produit un miel assez riche. Et l'autre chose qui était assez intéressante, c'est que c'est une abeille qui est très très bien adaptée au climat. Et quand on voit l'évolution du climat, et notamment comment ça se passe en Pays Basque, où on peut avoir des très fortes températures, et puis après des moments très pluvieux, très froids, etc., c'était assez important de garder cette souche. Donc la première chose qu'on a fait, c'était de sauvegarder, de trouver et de recenser ces premières souches. À partir du moment où on a conservé ces premières souches, c'est posé le débat de la sélection. C'est-à-dire, garder une race locale, c'était bien, mais pour nous, c'était important d'avoir une race qui soit de bonne qualité sanitaire, et c'est-à-dire qui est évidemment sans maladie. Et donc, à partir de ce moment-là, on a travaillé à l'amélioration de cette souche. Une amélioration en prenant 2 critères principaux. Un premier critère qui est un critère de douceur, c'est-à-dire pouvoir travailler avec une abeille qui est douce pour les apiculteurs, pas une abeille qui soit agressive ni piquante. Et l'autre critère de sélection, travailler sur un critère de sélection de résistance aux maladies. Aujourd'hui, le problème majeur qu'il y a en apiculture, c'est l'explosion des maladies, et notamment le varroa. Donc c'était important d'avoir une souche qui soit résistante au varroa. La résistance au varroa, c'est l'enjeu majeur pour la sauvegarde de l'abeille aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de varroa, on n'a jamais eu autant de maladies en apiculture, on n'a jamais autant traité, notamment avec des médicaments, on n'a jamais autant traité les abeilles, et on n'a jamais eu le varroa aussi résistant au traitement que ce qu'on a maintenant. Ça veut dire que si dans les 5 prochaines années, on ne réussit pas à avoir une abeille qui soit résistante aux maladies, on n'aura pas les médicaments qui réussiront à lutter contre ça. Donc aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est d'avoir des souches qui naturellement soient résistantes aux maladies. La seconde chose qui a été importante et qui a été un enjeu pour nous, c'est qu'aujourd'hui, énormément d'apiculteurs qui veulent s'installer, ou qui sont installés, ou des amateurs, quand ils cherchent à avoir des abeilles, qu'ils le veuillent ou non, assez régulièrement, achètent des abeilles hybrides. Des abeilles hybrides, c'est-à-dire des abeilles qui ont été fabriquées, c'est-à-dire ils ont fabriqué une espèce d'abeille idéale avec des critères, avec une insémination artificielle, en recoupant différentes souches, etc. Avec ce qu'on retrouve un peu pour la brebis ou sur plein de choses, c'est-à-dire avec la brebis, ils vont vous dire qu'on a créé des brebis qui pissent du lait, et bien en apiculture, ils cherchent des abeilles qui pissent du miel. C'est un peu la même logique. Alors ça veut dire qu'il faut les nourrir énormément, qu'elles sont très très fragiles. Et surtout, le problème pour nous, c'est qu'il y a une vraie pollution génétique. C'est-à-dire que contrairement à d'autres animaux, nous on travaille avec des insectes, et il n'y a pas de barrière qui peut retenir ces insectes. Donc ces animaux se croisent, et donc la souche locale, elle est en danger parce qu'il y a une pollution génétique avec des abeilles hybrides. Des abeilles hybrides sur lesquelles il y a un brevet sur le vivant en apiculture.
Ça veut dire que les gens ils sont obligés de payer à une entreprise privée tous les ans un renouvellement de leur cheptel. Voilà, ça va très très vite l'histoire. Alors bon, donc ça c'est l'enjeu sur l'abeille noire. Alors nous, notre objectif aujourd'hui, c'est essayer d'installer des jeunes. Donc d'installer des jeunes, on pense alors en apiculture ou de manière complémentaire par rapport à leur exploitation, pour essayer de faire de l'élevage de rennes, de faire de la production d'essaims. On pense que toutes les crises sanitaires, et notamment les crises agricoles, mais ça met en avant qu'il y a des défaillances, qu'il faut une autonomie. Et donc en apiculture, on voit qu'aujourd'hui en Pays Basque, on n'est pas capable de fournir des essaims d'abeilles noires. Donc notre enjeu aujourd'hui, sur lequel on travaille, c'est de fournir des essaims, c'est de fournir des rennes qui soient sélectionnées de bonne qualité. Et donc, l'association travaille sur ça. On travaille sur la formation. Tous les ans, on forme à peu près une quarantaine de personnes sur le Pays Basque au niveau de l'apiculture. On organise une journée de l'abeille noire sur Midaraï. Et on a installé dans la vallée d'Irati, grâce au syndicat de la vallée, une zone de fécondation qui est une zone qui est fermée dans laquelle on n'aura pas de pollution. Ça s'est fait en accord aussi avec les agriculteurs locaux avec qui on a travaillé par rapport au problème d'écobuage, par rapport au problème d'utilisation de produits sur les brebis, des baignoires dans lesquelles on mettait des brebis et puis que les abeilles allaient boire dans ces baignoires, et donc, ou alors les paysans qui vidaient pas les baignoires ou qui les vidaient en pleine nature. Donc voilà, ça a permis aussi de travailler avec les agriculteurs. Souvent on pointe du doigt d'un côté les apiculteurs, de l'autre côté les agriculteurs, comme si on ne pouvait pas travailler ensemble. Ça c'est faux, on peut absolument travailler ensemble et ça permet de faire évoluer les pratiques agricoles. Donc ça c'est intéressant. Voilà, je survole vraiment le sujet. Voilà. On va démarrer là sur un tir groupé sur les brebis. On va démarrer avec Pampi et on enchaînera pour que vous puissiez vous préparer et faire en sorte que vos interventions soient le plus concises possible avec Lorraine, ensuite Luc ou Joël, je ne sais pas lequel des deux est là ou pas, Georges, Peyo, Maryse. Là avec Maryse on passera sur la cerise. Et après on enchaînera comme ça, je dirai un petit peu à l'avance qui intervient quand pour que vous puissiez vous préparer. Pampi, Soli. Egunon, beraz, je sais pas, bai eskolaz, denek bautek askoa, allez, on va la faire en basque. Beraz, bon, sasi ardia aipatzerat etorri naiz, sasi ardia, ez dakit, 3 minutaz ez dakit nondik hasi, bon, fite egiteko eta albezain ongi, albezain zehazki, erraitan dugu sasi ardia nolazbait manes burugorriaren arbasoa dela, hori pixkat labur bilduz, iringarria dena pixka bat da ardi biziki zahar bat dela, baina frantses estatuan azkenik ofizializatua izan den arraza dela, 2016an, behaz bada 2 urte ardi hori frantses estatuan badela ofizialki, eta hori da aspaldiko arraza bat. Hori anekdotaren zat. Zer du ardi horrek, arraza justiko bat dela, ez dakit eskolaz nola erran zuzen hori, rustik erran nahi du zinez arraza bat erresistentzia bat duena. Ez da gure ardiek pasatzen dute 6 eta 8 hilabeteren artean mendian, sartzen dira handik ez dira maingu, ez dira sobera eri, lakasta batzu biltzen aldituzte, baina hala ere sanoki sartzen dira handik. Majoak urte osoan haiekin dituzte, baina ez da bildots bat ere sortzen otsaila aitzin, gure etxaldean bederen, eta beste lagunen etxean olako zerbait da. Ez dute tratamendua initzik behar, guk lortzen dugu landareekin eta beste landare edo oliborekin kasik sisarien kontrako deus ez emaitea azken urte hauetan, eta holako beste botikarik ez dute hartzen. Horrek zer nahi du, pragmatikoki, ardi horiek gastu arrunt tipiak dituzte. Beraz, hori abantail handi bat da azle batentzat. Ez da antzi behar, gure ofizioak etekina behar duela bizitzeko, eta etekinean badirela gastuak eta badirela saltzeak. Eta saltzeak ez balima dira handiak ere
gastuak tipiak balima dira, etekina gelditzen da. Hainitz saltzen bada, benen gastuak izigarria handiak balima dira, etekina tipia izaiten alda gauza berarekin. Gero, ala ere, erran dezake, ardi arraza horrekin ez dela hortaz bakarrik bizitzen al. Hori ongi da, osagarri bezala, fiteago mitzatuko nahi zure, osagarri bezala ongi da, beste edo kultura batekin edo nahasteko. Guk zeiten dugu, aragia iten dugu, zikiroak, erran nahi du, ardi horrek ez du esne hainitzen maiten, baina nahiko esne badu bere bildotzen azteko, ez diogut gehiago gale egiten, eta ez du animaleko karkasa edo aragia ekartzen, baina biziki aberatsa gizen aden aragi bat eta gizen arrunt ona duena. Beraz guk zikiroak egiten ditugu eta 2 urte terditan saltzen ditugu. Ardi horren beste abantaila handia da eremuak, bazterrak zaintzen dituela eta denetarik jaten baitu. Nire ustez pasten du demora gehiago oianetan edo lajeetan belarrean baino. Eta horrek ekartzen jo oreka handi bat osagarri aldetik, baina ere espazioa atxikitzen du, mantentzen du, eta hori biharko beste eta gaurko beste erronka bat dugu eta ardi horrek alde on hori ere badu. Hala, labur bilduz, uste dut 3 minutan dizela. Lorraine. Heureusement, parce que là, on n'a rien compris. Il y a des casques, monsieur. Vous avez pour ceux qui ne parlent pas en basque ou qui ne comprennent pas le basque, vous avez des casques qui sont disponibles et avec Anton qui fait un super boulot de traduction qu'on peut remercier. Ça au moins tout le monde comprend les applaudissements. Et on va continuer avec Lorraine en français et si vous souhaitez vous équiper de casques, ils sont juste à l'entrée là, donc il n'y a aucun souci. Voilà, c'est parti. Bonjour, donc moi je suis là pour vous parler de la commune provençale. Plus près le micro. Bonjour, je suis là pour vous parler de la chef commune provençale. Donc c'est pas une race à proprement parler, puisque les caractères n'ont pas été fixés de manière officielle. C'est plutôt ce qu'on appelle une population, qu'on trouve principalement sur le territoire des Alpes de Haute-Provence, plus généralement en PACA, un peu dans le 06, les Alpes-Maritimes. Puis un peu, après, ça a un peu débordé, mais je pense que le berceau est vraiment dans les Alpes de Haute-Provence. Aujourd'hui, c'est vraiment une race à petit effectif. Elle était très menacée il y a une vingtaine d'années en arrière. Il y a eu un effort de recensement et de valorisation de cette population pour faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'élevage, que ça se développe. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 1600 mères répertoriées là, sur la région. C'est des chèvres qui ont une grande hétérogénéité, tant dans la morphologie physique, avec des couleurs pas du tout fixées, contrairement à d'autres bêtes qu'on pourrait connaître, là, les chamoisés, des saanen, des choses comme ça, ou là j'ai vu des Pyrénées ici. La typicité, ça va être du poil long sur l'arête, le dos, sur les cuisses aussi, la cuisse assez fournie en poils. C'est des modèles qui peuvent être assez grands, un peu robustes, des museaux assez épais, des oreilles pas très longues et parfois un petit peu cassées sur le bout qui rebique. C'est surtout des chèvres qui vont être très très bien adaptés au terroir qu'on connaît, qui s'adaptent très très bien au pâturage extérieur. J'ai beaucoup de chênes blancs, affilantes. Ce ne sont pas des très grosses laitières, même si ce sont des laitières correctes. Mais voilà, vraiment cette capacité à valoriser le pâturage qu'on a, qui n'a rien à voir avec ici évidemment, qui est très très sec. Surtout quand on a connu comme cet été des périodes de sécheresse de plusieurs mois. Comme toute variété, comme toute bête un peu rustique, elles atteignent une maturité physique à pratiquement 3 ans. Donc c'est des bêtes à qui il faut laisser du temps. Et pareil, avec vraiment une bonne résistance aux maladies dans l'ensemble. Aujourd'hui, il y a donc à peu près 1600 bêtes réparties, donc elles sont là pour faire du fromage. Ce n'est pas du tout une race à viande, c'est vraiment principalement une race
laitière. Et regarde l'autre. Merci Lorraine. Est-ce que Luc ou Joël est là? Comme je ne connais pas tout. D'accord, ok. C'est pas grave. Oui. Pour la chèvre du Rove? Ok, eh ben, allons-y, c'est parti. Bien, bonjour à tous. Moi, je suis là présent. Micro. Il faut allumer. Micro. On va couper la chic avant de commencer. C'est tout à faire 3 minutes. Je fais rarement moins de 3 quarts d'heure. Je représente tout simplement la chèvre du Rove, qui est la plus belle chèvre au monde. Mais oui, je suis objectif. Donc cette chèvre a race très ancienne, puisqu'elle a 2600 ans de présence en Provence. Et 2600 ans, ce n'est autre que la création de Marseille. Donc ça, par contre, c'est une chèvre mixte, viande et lait. Une petite laitière, mais qui est cohérente dans son territoire. Pourquoi? Alors, il y a rarement des chèvres aussi rustiques que la Rove. Et elle se nourrit en quasi-totalité alimentaire, autonomie alimentaire, sur nos forêts méditerranéennes qui sont très arides. Donc on les mène, elles sont gardées ou parquées tous les jours dans les collines, tous les jours, toute l'année. On a des moyennes de pâturage de 6 heures par jour, et c'est un système qui est excessivement extensif, puisqu'on a des moyennes de chargement d'1 hectare par chèvre. Donc vous voyez que c'est relativement important. Donc deux aspects intéressants par rapport à cette race et l'adaptabilité au terroir. D'une part, l'aspect qualitatif du lait. Alors, il faut savoir que c'est une toute petite laitière, la Rove, mais qu'elle a un lait qui est extraordinaire. Et le lait dépend de 2 facteurs, dont un, la race de la chèvre, et 2, son alimentation. Et en forêt, elle va herboriser. La chèvre est comme nous, elle n'aime pas manger toujours la même chose. Et elle va manger diverses essences végétales, ce qui va faire la variabilité et le goût du lait. Et le fait que le lait, il n'est pas standardisé. Parce que d'une saison à l'autre, on n'a pas les mêmes pousses végétatives, donc le lait évolue un petit peu, voire même d'un jour ou l'autre, suivant les zones où on va les mener. Le deuxième aspect, c'est l'aspect environnemental. Alors là, 3 axes. L'aspect aménagement du territoire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a des territoires qui s'embroussaillent et qui se referment, et s'il n'y avait plus de troupes en colline, vous ne pourriez plus aller vous promener parce qu'il n'y aurait plus le chemin. Le deuxième aspect, c'est l'aspect renforcement de la biodiversité. Parce qu'elles vont manger les espèces végétales dominantes, permettre au soleil de pénétrer. Le soleil pénétrant, vous avez une diversité végétale qui se produit, et qui dit diversité végétale dit rapidement diversité animale. Et le troisième aspect, c'est peut-être le plus important pour la région Provence, c'est l'aspect prévention d'incendie. Les chèvres vont manger toutes les broussailles jusqu'à peu près 1,50 m de hauteur. Il faut savoir qu'un feu, ça part jamais d'un tronc, ça part des broussailles, et après c'est propagé aux arbres. Et donc, comme elles vont manger toutes les broussailles, elles vont faire une prévention naturelle, écologique et économique contre les feux de forêt. Et là, on s'inscrit dans le développement durable, puisque ça, c'est le travail des bergers. On va ne prendre sur la nature que ce qu'elle est en mesure de laisser repousser. C'est des techniques de garde qui font qu'on va prélever à peu près 1/3 de la ressource végétale, et avec des pâturages tournants. Donc vous avez bien compris que c'était vraiment très important, à la fois pour l'aspect gustatif, mais aussi pour l'aspect environnemental. Donc au sein de cette race, il y a un petit groupe qui a été créé pour soutenir un produit qui est ancestral, qui est la brousse du Rove, qui concerne une petite partie du territoire où la chèvre est présente, qui concerne essentiellement les Bouches du Rhône. Et ce produit s'appelle la brousse du Rove. Alors là, c'est très important parce que vous allez en entendre parler encore plus que ce que vous avez pu en entendre parler jusqu'à maintenant, puisque c'est la plus petite AOP fromagère d'Europe qui va sortir dans les prochaines semaines. On n'est que 10 producteurs pour l'instant. Donc ça va être protégé dans les prochaines semaines, puisqu'on passe en commission au mois de novembre. Là. Donc par contre, au niveau de la race, contrairement à d'autres, le 013 KS dans le 64 assez veilleuse allumée. Le schéma de sélection. Matriculé CJ 013 KS.
Le schéma de sélection a commencé chez nous il y a 30 ans, puisqu'il y a 30 ans, la chèvre du Rhône avait totalement failli disparaître. Par contre, on avait gardé une énorme variabilité génétique, ce qui fait qu'on n'a pas du tout de problème de consanguinité, et que les effectifs sont remontés à la hausse progressivement, mais ça s'est beaucoup accéléré les 10 dernières années, puisqu'en 10 ans, on a doublé les effectifs, et on est maintenant à plus de 10 000 mères recensées en France, ce qui en fait la race numéro 1 en race locale sur la France, en France continentale. Voilà, je vous remercie. Donc on continue avec Georges Giorgiano. Bonjour à tous. Voilà, moi je vais vous parler de la brebis brigasque. Donc la brebis brigasque qui vient du petit quart sud-est de la France. Et donc on ne peut pas parler de la brebis brigasque sans parler de son territoire qui a conçu cette brebis, quoi. Puisqu'elle est toute adaptée à chez elle. Donc ce qui fait qu'on a une brebis qui va être apte à marcher, puisque si on parle de son berceau ancestral, c'est des petites vallées où on va avoir des pâturages plus ou moins assez pauvres, et où on va chercher à les mener toute l'année au maximum dehors en changeant de quartier selon l'altitude et les saisons, quoi. Donc une brebis qui marche, qui valorise bien des pâturages assez secs et pauvres. D'ailleurs, on dit des fois par chez nous que c'est la brebis chèvre, puisque des fois elle se conduit aussi comme une chèvre à manger les broussailles et tout ça, quoi. Donc très adaptée à son pâturage, c'est déjà l'essentiel. Et ensuite une brebis, puisqu'on change de quartier plusieurs fois par an, généralement jusqu'à 3 voire 4 fois par an on change de quartier, donc une brebis adaptée à la traite manuelle. Ça c'est un des critères importants dans la sélection, donc avec des trayons agréables pour la traite à la main, quoi. Voilà. Donc, ce qui est pour la brebis brigasque, qui est une brebis qui revient quand même de loin, puisqu'il y a une quinzaine d'années, on était à un effectif d'à peu près 500 mères. Et aujourd'hui, on est à peu près à 1500, 1700 mères, quoi. Voilà. Donc, pourquoi ? Tout simplement parce qu'on cherche de plus en plus, où que ce soit, hein, puis, pas que chez nous, puisque maintenant c'est une brebis qui s'est exportée jusqu'à dans les Hautes-Alpes, Haute-Provence, en Isère, dans la Drôme. Bien pourquoi ? Puisque la plupart des éleveurs maintenant cherchent à valoriser leur parcours. Et quand on habite une région méditerranéenne quand même, puisqu'il faut rester adapté à chez soi, on s'est rendu compte que la brigasque va permettre de valoriser les parcours tout en nous rendant une bonne production, puisque c'est une brebis qui ne va pas produire énormément, mais qui va produire longtemps, quoi, qui va garder le lait assez longtemps. On peut la traire jusqu'à 7 à 8 mois dans l'année, quoi, avec une production qui est inférieure à 1 litre par jour, quoi. Une petite production, mais sur une longue période, quoi. Pour ce qui est des caractéristiques de la race, c'est une bête, vous en avez un échantillon d'ailleurs en bas, là où il y a les animaux, là vous avez deux brigasques. Une bête assez haute sur pattes, cornue, même pour les femelles, avec un collier rouge, du poil roux autour du cou, quoi, assez haute. Et donc, pour protéger cette race, a été créée il y a à peu près une quinzaine d'années une association, l'association des éleveurs de brebis brigasques, donc qui a commencé son travail par déjà définir la brebis brigasque, les critères de la race, et puis un énorme travail là, sur la filière laine, ce qui fait que maintenant on valorise la laine de brebis brigasque, essentiellement en tapis, quoi. Et puis maintenant, depuis un certain temps, un travail sur justement le développement de cette race, la génétique, la gestion, le suivi des béliers, voilà, pour essayer de redonner un essor à cette race, tout en faisant attention, puisqu'on part sur un faible effectif, tout en faisant attention à la génétique, quoi, au brassage et tout ça, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on va terminer. Oui, bien évidemment, un certain nombre d'animaux qui sont présentés aujourd'hui ici, à cette conférence, sont repérables en bas. À charge pour vous, au vu de ce qui vous a été dit, de les retrouver le plus rapidement possible. On va terminer le passage à la table pour tout ce qui est bêta-corne.
Et avec Peyo, donc. Et ensuite, on attaquera plus les cerises, les pommes, les canards et le maïs avec Maryse, Gabriel, est-ce que Jean-Marc Béraud est là? Pas. Est. Et Yonard Rouchette. Je ne sais pas si j'ai oublié du monde ou pas. Bon, on verra au fur et à mesure. Hein. Donc, alors, à toi, Peyo. Avant de commencer, juste une petite question. Je suis là au nom de la Pyrénaïca et de la Tête Noire. Donc, est-ce que je peux faire les deux? Allez, 5 minutes. Allez, go, c'est parti. Non, je pense que je vais faire un peu plus vite. Alors, je vais commencer par la Tête Noire parce que... Ou je vais faire plutôt en basque. Voilà, mettez le casque. Bon, chantza ukan dut, ogoita 10 urte ditut pasa, badut ez du 10 urte asen izala etxan, bez ez dut baitez bada gibeltasunik, kabalen azteain gainean, bez eganen dutana da bizi dutana, gero bali matuzi galderak historikoaren gainean, nire ustez badira jendeak erantzuteko kapable izan dienak. Nik chantza ukan dut, etxean ukaitea buru beltzak, ardi buru beltzak, manez buru beltzak, nituen burugorriak ere, baditugu oraindik, eta enetako xantza bat izan da, zenta mendia baliatzen ginuen, eta plantatu nizelaik ene ideia zen mendia baliatzea, eta askifite hartu niz, buru beltza aize hobekiago egiten zela mendian gorria baino, beraz orai aldeat buru beltzera eta egira. Beraz, historiko tipi bat, sortu dugu 2010an elkartea ardi buru beltzarena. Oartu baigira kopurua tipitzen aizela azkarki, eta ideia baten emaiteko, 1990 urteetan baziren 220.000 ardi, beraz, erranduenarekin aize gorago orainik. 220.000. Eta 2015an latanoi mila, laurogoi mila. Beraz ikusten duzu, nola apaldu den 30 urtez. Eta beldurgarria da, eta azken 2 urteetan eguneko 10 oraindik galdu dugu, egan nahi du, aurten beste 10.000 ardi galdu ditugula. Beraz, erritmo horretan txikitzen bali badugu, iten duzu ekarkula, 20 urtein burian ez da kasik gehiot deus galditzen. Ez da bat ere positiboa, baina bagirala ere multxo bat lotia girena ahazari. Eta lurraldeari lotia dena ahaza bat da, beraz mendia eta buru beltza nola naiz elgarrekin lotua dira eta ez dut ikusten mendia buru beltzak gabe, beraz bortxaz egonen dira. Gero pixka bat aipatzeko lehen mintzaldian janduena Ordinarbeko zentroaren gainean eta ahazaren gainean orokorki izan da lan hon bat egina izan da esneari buruz. Gero buru beltzan berean erraiten alda, badira nola egan. Ardi bezen bat itxura, eta itxura bezen bat genotipo. Beraz, badira ardiak adar handiekin, beste batzu adar tipiekin, beste batzu errape handiak esne anitzen baiten dutena, besteak aize gutiago. Hortaz egan nahi dut, oraindik badugula hautatzeko manera, ze sentsutara joan. Gero, historikoki beti izan dira desadostasunak ze sentsutara behar zen selekzionatu. Esnea bakarrik edo justuki justizite hori ez dakit nola erten den eskuaraz. Nik nahiago dut aipatu adaptatzen den ardi bat. Ze sentsutara joan, oraindik gu eskualegian berean ez gira oraindik ados. Alta ez gira anitze, baina ez gira ados. Eta entxatzen gira berriz mai inguruan jarri gira denak. Hori elkartea sortu denetik, zentroarekin ari gira lanean. Eta idekidura bat bada zentroan ere, momentu batez esneari bakarrik kasu egiten zuten, eta gu elkartean baginuen gai bat aipatu dugu da ardi eder bat biziarazten gitiena. Hori dugu helburia, jakinez mendia badela gibelean beti. Gero horren inguruan bada mintzatzeko, bi horrenez mintzatzen ari gira bine. Eta anekdota tipi bat bukatzeko horrekin, guk buru beltzak baitugu etxean, mendian ibiltzen gira 1000 metretan. Eta 10 urtez ez gira igan mendira, eritasun baten gatik. Eta
10 urtez egon gira beherean eta fite hartu gira, ardi horiek egoiten badira sobera beherean, gora joan gabe, ere ez dira gehiago beren lekuan. Beraz, hor gira hartzen, zinez arraza bat, lurralde bati lotia dela eta adaptatia dela eta hartan egon behar dela, eta atxiki behar dela. Eta Pirenaika aipatzeko, hor, oino gibeltasun gutio baut, baina, bon, bai, egia. Pirenaika behia da, nahi bauzi hemen blonda da, orai gehienik ikusten, pentse guzietan. Eta, argazkitan beti ikuste gintien etxen eta nun nahi behi batzu tipiago, adar eder batzurekin, eta ukandut xantza joiteko egitea estudioak ego aldera eta bidean ikusten egiten behi horitaik, eta hola interesatu niz. Eta mendian, ardiak ditugun lekuan, ere badira holako behiak, eta hor dianiz, galdera batzu heldu zauzkigu burura, zendako behi horiek hor dira. Hor balin badira, bada jasoin bat. Eta biztan da, adaptatia dielako lekiari. Eta hala, emeki, hasigira bagira 10 bat iparaldean, behi horien berriz gustura ekartzen. Ez dira baitez bada iparaldekoak, baina eskolegikoak. Badira biarnesak ondoan, aski behesiak, genetikoki urruntzen hasiak, baina itxuran ala ere bada zerbait ikusteko ala ere. Eta hala, buru beltzaren ideia berean da kabala bat adaptatua gure lekiari eta mendiari, eta gibelean biztan da bada etxaldea, ekonomikoa, gastu guti, eta da orokorki gauza bat. Eta biztan denak, abara horiek ikusten aldira aparago, han behian, eta galderak balin badira biztan da pausatzen alditu gero, berantago. Mille cher Payot. On va passer à Maryse avec la cerise. Atxaldeon. Zenik itxasuko gerezia ipatuko dut. Obiki egan gereziak, zenta itxasun bat dira gerezi mota ezberdinak. Gereziaren inguruan muntatua izan da elkarte bat, 84an. Denboran, janai behita, berrogeita hamarkada inguruan, anitz gerezi ekoizten zen itxasun bereziki, baina ondoko egietan ere, hainitz erraiten dut alarik, egan nahi du bederen, beheun, 300 tona. Ez dugu idatzirik, baina lekukatasunak bildu ditugu, eta badakigu, zinez gerezianitz ekoizten zela denboran, baziren merkatuak, itxasun batez ere, eta Baionatik, Akizetik, egiten ziren kamionekin gereziek erosterat itxasura. Ondoko urteetan, emekino, gerezia ondoak desagertu dira. Alde batetik gerezia etzen nahi bestete saltzen, emekino denda ondiak garatu dira. Gure gereziak ez dira luzaz egoitena behar dira askifiteian. Beraz, ziren gehiago interesantak denda ondietan saltzeko. Frantses mota batzuk garatzen ziren gehiago, edejagoak nahen ebita lodiagoak, lahu gogor batekin, gure itxasuko gereziak txipiagoak dira, eta beraz ez dira luzaz atxikitzen al. Ber denboran etxaldeetan laguntza gutiago bazen, eta etxaldeetan ere laborariak gerota gehiago hazkuntzari itzuri dira, ziren betidanik arteak, baina hortan spezializatu dira, eta bazterrerat utzi dute pixka bat gerezia,
Gereziak biltzean bederen biltzeko mementoan galde egiten du lan anitz. Denbora pastu da eta gero eta gehiago ardiak ere berant deizten ditugu. Beaz, gerezia biltzeko mementoan beti ardi deizten ari gira. Beaz, arrazoin horiengatik emekino gerezia desagertu da. Ez ahas ala ere. Eta beraz, 84ean elkarte bat sortu da eta argiki lehen helburua zen itsasuko motak salbatzea. Batzuk, aipatuko ditut bi, ez baitira denak, badira bospasei, ez dira denak aipatzen al, badira bi berbada ezagunenak. Xapata da gerezi bat laju gorriarekin eta mamixuriarekin, biziki ona, biziki sukratua, eta bertze bat beltsa dena, eta jus eta mami beltsarekin. 80 markada inguruan, xapata anitz baziren oino, itxasun, baina beltsa zinez ari zen desagertzen. Eta beraz elkartea sortu delaik zoinbait urteren buruan, helburua zen zinez mota guziak salbatzea lehenik. Beraz bildu ditugu, behiz xertatu, saiatu garatzea. Eta, ez dut historio guzia egiten ez behita denborarik, baina gaur egun erraiten alda numbria aski orekatua dela. 2014ean egin ginuen ikerketa bat, etxalde guztietan itxasun, eta ondoko errietan ere 10 dotzena bat etxalde hartuz, eta gutxi gora bera, kondatu dira kasik 4.000 gerezi ondo itxasun, eta ondoko errietakoak gehituz, orokorki 6.000 inguru. Eta horietarik 80% tokiko motak dira. Ez hori, sorpresa hona izan da guretzat, oartzea, azkenean salbatzearen lana egina izan dela, eta gaur egun helburua da ere balio gehigarri bat ekartzea ekonomikoki bizitzea gereziarekin. Gerezi horren abaintaila da bertze guziek erranduten bezala egokia dela lujaldeari, bai lujari, klimari, eta segitzen dugu lana, ez da beti erretz, gure elkarteak bertzek ez dute baitzpada hori aipatu ez baita denborarik, baina nahi dute jan ere zailtasuna dela elkarte tipi horietan ez gira anitz, eta beharrik hor dira gure inguruan elkarte batzuk, kondutan hartzen dutena gure lana, guretzat adibidez animatzaile bezala badugu laborantza ganbarako langile bat, eta gero teknikoki bertze animatzaile bat ble elkartetik, hor da gehiago pixka bat hobetzeko, teknikoki pixka bat lantzeko ere gauza. Donc, on continue avec Gabriel sur la pomme. Bai, sagarraz lehenik eta labur beharko ditut egin. Efektuak eakutsia du joan den hastian, eta iruditzen zaut ahas gauza orekatua eta sagarraren, sagartzea eta estigarren ginen. Ikusten alko zi internetetan, eta uste dut ahas berri emailea dela. Beraz, Latanoita hamar inguru hortan sortu zen Lartzaleko ibarrean sagartzea. Sagartzea zen hastean talde bat nahi zuena lana egin ibar hortan. Lan postu bat edo bi sortu eta hori sagarren medio. Beraz, sagardoa eta sagardoa, egoitzen zekoten orduan intzutenek, bazela helburu bat. Bizpahiru urte bat edo biari izan ziren, eta gero galde intzuten eskunta ezker nok bazakien zerbait horre ginean, eta eskolako erakaslean nintzen, eta joan nintzen hela ontzeat. Beraz, helburua zen ekonomikoa, doiz, eta antzi behar, egin laster, labur egiteko, egin zen landatu ziren,
lehenik hemengo mota zonbait baziren, ez autuak, eta jende egiten zutenak egokiak sagardoa egiteko. Beraz, landatu ziren heek hiruak, baina nintzen aski. Eta ni sartzean eganakoten, sagardoa egiten dutenek badituzte bederen hogoi bat mota. Eta beraz, hiruak egin bali dituzi, riskatzen duzi, urte txarrak izanen direlaik, sagarrik izukitia. Eta beraz, hasi ginen behartzen zerbait atxeban gintuen askifite hamar bat mota, heiek eta sartatu, eta heiekin partitu dira sagartzeakoak, eta egin dute estigar kooperatiba. Beraz, ekonomikoan ginen bakarrik hor, eta estigar aizan da geostik bere hamar motekin lekuko motak dira, aizan da beraz ekonomiari buruz, sagardoari buruz, eta sagartzea gelditu da, behar bat poesia gehio dutenak, edo ikerlari gehio dutenak, edo kurioso direnak, eta gelditu da sagarraren munduan. Beraz, geroztik estigarari da sagardoari buruz, ekonomiko mailan, eta sagartzea ari da sagar moten, lantzen, sekatzen, eta hori erran behar da delako lartzaleko ibartantzen hastea, banan Lapurdi barnean. Beraz, Lapurdi barnean bakarrik, latointa hamarretik eta orai arte, bildu ditugu eta landatu, sartatu eta landatu eta ezari mailka edo hola, kontserbatorio tipi batzutan, hituinta hamar bat mota. Eta hori gelditzen da, gelditzen litake, ipar eskualegia gelditzen litake. Suberoan ere egin dugu lan bat, han berriz badira hoita hamos motak, han dira, Suberon txartatu ditugu, ez baita behar, Suberotik Lapurdirat ekarri, manexerat bekatu litake. Beraz, hanberien txartatu ditugu, Suberotarek egon batez egin dezaten nahotena bere motekin, baina han gelditu dira. Eta gelditzen da kostalde hori dena, ono ikusteko. Erran nahi baitu, iparaldean bakarrik lan hori dena ina izanen delarik, bilduko direla berrehun bat mota. Sagarrak behar da erran, motak, ostia nahi zegini populazioan, eta raz, behar da erran, sagar lore bakotxa dela mota berri baten bidea. Izigarri nahasten da sagar lorea, berak estalazten du bate bestia, eta izigarriko. Eta behar da erran, erriten ahalitake, eskualeriko sagar mota egile baliosena dela oilua. Ezen leheno sagarrak tinkatzen zituzten, graspa tinkatuta botatzen zuten oilateiat, oiluek hasko horratzen, eta bihi batzu pizten ziren, eta landare bat jalitzen zen. Horren bizten da, landare hartzen zuten, landatzen, gero sartatzeko maite zituzten motekin. Sartatzen zuten edo ez zuten sartatzen. Baina gisa guziz, sagar bat heldu zen. Eta zomaitetan, sagar hori, hola, frantsesez, le hasard, le semi de hasard bada bizike uso motetan, eta hori egiten du, fortunak egiten du, mota berri bat. Eta hor segitzeko, eta biodiversite arront behar baita epatu, sagarretan, eskualerian, hortu gira bazirela mota batzu ezagutuak. Badaban, mota bat, deitzen da PH. PH da, sagar gris bat, azel, zeil batekin, zunbaitek zautzen dute behar ba katalogetan den Genet du Canada, haren itekoa da, holako sagar bat, baina da korria ire. Eta haste hartan, biztan da, PH hartu dugu, PH hartatu. Beraz, orai, geroztik aibigira beti ikertzen, baditugu 6, 7, 8 PH mota diferentak. Motak ez dizenak diren, baina hasteko diferentak bira, edo bizitzeko moldeaz, abarri egiteko moldeaz, edo noiz ontzen den, edo eritasun zomit bat dituzten ez edo beraz. Beraz, hoi, eta beste bat ere, gordintxuriak aldia zena, huarea rebildu dugu, eta orai hor bihar ezagiko ditut ikusteko zonbait mota, gordintxuriak badira, uste dut, 6 edo 7 ere. Eta denak gordintxuriak. Beraz, ostian aipatzen ginuen biodiversite, landaretan, iruditzen zat behar dela, pixka bat, kasuin. Ekonomia emaila iten bada, hari buruz hari bagira sobera, geldituko gira, hor ere, 7 motarekin. Norbaitek edo behar da
lana partikatu. Ekonomia mailean onda, behar da zumeitetan serioskia izan eta zazpi motakin egin sagardoa, eta behar da zumait itakita denboa galdu nahi dutenak edo hola, ikertzeko, landatzeko, xertatzeko, eta gero ondoko errusteko. Donc, on avait également une intervention sur le canard, mais je crois que la personne qui devait intervenir n'est pas là. J'ai gardé pour la fin, bon, ça ne vous a pas échappé sur les affiches de Lourama, pour une fois, il n'y a pas d'animaux. Et donc pour la fin, on a gardé la star de ce Lourama édition 2017. Et Yona Lourchette va nous parler donc, du maïs, du Grand Roux. Olida Basque, Artogoria. Donc, oui, alors l'histoire de... Vous m'entendez, ça marche? Ouais. L'histoire de ce maïs, elle a commencé, je pense, quand le maïs est revenu des Amériques, et que des marins basques ont dû ramener ça, et que des paysans basques ont commencé à apprivoiser cette plante, le maïs, qui aujourd'hui est devenu le symbole de l'agriculture industrielle, et qui est parfois décrié dans certains milieux, de fait, parce que c'est une plante qui a été mal utilisée. Et voilà, alors nous aujourd'hui on a créé une association Artogoria, ça fait 1 an, c'est tout neuf. On est une quinzaine de producteurs pour remettre en valeur ce maïs, le valoriser pour l'alimentation humaine et aussi en faire une plante au service d'une agriculture durable, une plante adaptée à des systèmes sans intrants chimiques. Et qui permettent aussi aux paysans de regagner de la liberté en refaisant sa semence sur sa ferme. Voilà un petit peu la finalité de notre association. Alors comment on en est arrivé là? Moi je suis installé sur une ferme, j'ai repris la suite de mon père, qui s'est installé dans les années 60, c'était un jeune agriculteur dynamique. Il m'a expliqué que le conseiller agricole, lui a connu le Grand Roux basque, et le conseiller agricole lui avait donné les premières semences de maïs américain et les engrais. C'était donné, voilà. Et depuis les années 60 jusqu'à il y a 10 ans, moi il y a 15 ans, j'avais jamais entendu parler du Grand Roux basque, et la population de maïs qui était cultivée donc depuis le 17e, le maïs est arrivé au Pays basque, jusqu'il y a dans les années 50, moi je n'avais même pas entendu parler, voilà. Et je dis souvent, ce qui a sauvé le Grand Roux basque, c'est les OGM. Parce que c'est quand sont arrivés les OGM qu'on a compris l'escroquerie de la semence industrielle, et qui était déjà là avec le maïs hybride, et avec les hybrides qui nous obligent à racheter la semence et à travailler avec des semences industrielles adaptées à un modèle industriel. Voilà. Donc, quand les OGM sont arrivés, la question, enfin, moi et d'autres au niveau de l'association Blé, on s'est posé la question, mais les mêmes qui nous vendent les semences bio, parce qu'en gros il y a 5-6 vendeurs de semences industrielles dans le monde, les mêmes qui nous vendent les semences bio, c'est les mêmes qui font les OGM. Et donc on est cuit, voilà, on est cuit. Et alors c'est là que c'était un peu enfin, pour dire comment on est conditionné, parce que moi j'avais une formation agricole classique, et c'était plus par idéologie, pour tenter, on s'est dit, bon, mais au moins pour le fun, il faut qu'on essaye. Voilà. Et c'est parti comme ça, et on a trouvé une origine en guipuscoa, par l'intermédiaire d'un collègue de la sauce, et on a commencé à essayer de le semer, avec des résultats moyens. Donc c'était le problème qu'on a souvent dans les semences qui ont été perdues ou oubliées, c'est qu'on manque de diversité génétique. Et donc, on est plutôt sur des populations qui sont en phase de dégénérescence. Et on manque le spectre génétique n'est pas assez grand pour refaire un travail de sélection dessus. Et donc, au fil des années, par le bouche à oreille, avec la formation aussi, avec les infos de nos collègues de Dordogne qui ont mené un gros travail au niveau de la plateforme d'AgroBio Périgord, du réseau des CIVAM bio, on a réussi à trouver 13 origines différentes de Grand Roux basque, mais par le bouche à oreille. J'ai toujours cette anecdote je travaille dans une AMAP, je fournis une AMAP, et un collègue maraîcher de Sarre qui vient avec 3 caisses de maïs magnifiques, qui me dit, tiens voilà, mon père est décédé,
Il a toujours fait ça dans son coin. Aujourd'hui, non, on ne va pas s'en occuper. Tiens, vous travaillez dessus. Voilà, il m'a légué, il nous a légué le travail de sélection de son père. Voilà, ouais. Il y a toute cette dimension aussi qu'on a perdue dans notre métier d'agriculteur, qu'on retrouve en travaillant les semences paysannes, qui est que on reçoit, voilà, la semence, c'est le programme, c'est la génétique, c'est l'expertise d'une vie d'un paysan qu'on reçoit, qu'on fait évoluer et qu'on transmet. Aujourd'hui, au bout de 10 ans, moi j'ai les mêmes rendements que j'avais avec les maïs industriels en système biologique. Dans mon système, j'ai les mêmes rendements, j'ai aucun regret. La cerise sur le gâteau, ce n'était pas prévu, c'est que quand on l'a moulu pour faire de la farine et pour le manger des Talois, pour ceux qui ne sont pas ici, c'est la galette de maïs d'ici, les Talois étaient meilleurs. C'était pas prévu, donc en plus de regagner cette autonomie et cette liberté, on a retrouvé un produit d'une qualité gastronomique incomparable. Voilà, donc c'est une jolie histoire. Qui n'est pas fini. Mileshker. Bon, vous me pardonnerez parce que j'ai pas été capable de faire en sorte que chacune et chacun tienne leurs 3 minutes, mais l'intérêt quand même des sujets abordés méritait qu'on déborde un petit peu. Du coup, il nous reste pas énormément de temps pour échanger. On prendra quelques questions, mais avant, en fait, je fais la conclusion de suite, comme ça au moins ce sera fait. D'abord, je tiens vraiment chaleureusement à ce que tous les intervenants soient remerciés. C'est pas évident quand même d'aborder des sujets qui leur tiennent à cœur en si peu de temps. Et ça, vraiment, un grand bravo. Vous avez tous joué le jeu et vraiment super. Merci à la traduction. Merci à toutes les personnes aussi qui sont venues à cette conférence. Je vous rappelle, à 17h, c'est ici, à côté, donc à 17h, la conférence avec le parrain de l'Ourama, Philippe Pointereau. Et puis, les conférences, ça continue aussi demain, avec notamment une conférence qui fera écho à ce que disait Guy tout à l'heure, sur le pastoralisme et la place du loup dans le pastoralisme. Je ne sais pas si on peut le... Oui, mais voilà. Bref, donc s'il y a 2-3 questions qu'on peut prendre, sachant que ce sera très frustrant dans la mesure où tout le monde ne pourra pas répondre à 1 ou 2 questions. Moi, en fait, c'est pas 2 questions, c'est 2 précisions et 2 remarques. Déjà, par rapport à ce que disait M. Kassler, il faut savoir que les prix Molstein, lorsqu'on en est arrivé à des anomalies génétiques qui font que lorsqu'une vache met bas 2 génisses, en règle générale, les 2 génisses sont stériles, dans la plupart des cas. Et moi, je veux juste dire que je suis le président de cette fameuse AOC Brousse-du-Rove, et que justement face à ce genre, donc il y a un lien avec ce que je vais dire après, justement face à ce genre d'aberration génétique, on a bien compris que la rusticité c'était la diversité génétique, et que donc pour éviter de tomber dans ce type de travers-là, on est les premiers en France, dans notre AOC, à avoir fait accepter à l'INAO, après 10 ans de bataille, que l'interdiction de l'insémination artificielle soit appliquée aux troupeaux de chèvres du Rove producteurs de brousse du Rove. Voilà. L'insémination artificielle. Arratsaldeon, jakin mina dut eta pilo hori galdera ezagiko nuke. Buru beltzen kopurua fite murriztu zenean, ulertu zenuen zergatik? Errepikatzen duzu otai? Zergatik murriztu zuen kopurua? Aski simple da, industrializazio hori ideiarekin, behar da beti eta betiko esne kopurua emendatu, eta mendian ibiltzen den kabala batek, nahi edo ez, ezin du kopurua egin bat eta igoiti, ezin du gehiago egin. Beraz, xifreak emaiteko, buru beltza oberenak 200 pinta emaiten ditu, oberenak, 200 pinta emaiten ditu urtean,
eta beste arrazek esne gehiago maite dutenek aize gehiago. Eta hor bada buruan da ene ustez, baina hein hori ezin pasatuz beste arraza bat zartzen duzu. Beraz, ondorioz, buru beltzak ipitzen dira, matematikoa da. Gero, ideia hori kopuruak egiten duela dirua, nuke sistemak duela gazteen buruan ezagri, zaharren eta gero gazteen buruan ezagri. Beraz, ene ustez, esne kopurua da bakarrik. Bazen galdera bat, hemen? C'est juste une question très simple par rapport au maïs qui est une pollinisation par le vent sur cette semence de population là. Je me demande comment, dans une région où il y a quand même beaucoup de maïs cultivé, comment on arrive à se protéger de ça. Enfin, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais je repose la question. C'est je me demande comment on arrive à la maintenir dans un endroit où le maïs il est bien présent, quoi. Voilà. Bon, déjà, on n'a pas de maïs OGM déjà, donc ça c'est déjà un bon point dans nos zones. Donc déjà, on n'a pas de risque de contamination par les OGM a priori. Donc ça c'est déjà énorme. Normalement, non. Oui, mais bon, a priori, bon, nous on n'est pas dans les Landes, mais même dans les Landes, a priori, les OGM... Alors après, comment on fait concrètement? Parce que par rapport à la contamination hybride, bon, alors, qu'il y ait peut-être quelques gènes hybrides qui viennent sur notre maïs, notre champ de population, c'est possible. Et c'est la vie aussi, hein, c'est la vie aussi, c'est comme ça la vie. Et le maïs, le Grand Roux basque, il a évolué, il évoluera, et peut-être qu'il évoluera avec quelques gènes de maïs hybride, ça c'est possible. Ensuite, concrètement, comment on fait? On a une chance que déjà au niveau physique, quand on regarde, notre maïs n'est pas denté et qu'aujourd'hui 99% du maïs industriel est denté, donc déjà au niveau de la sélection de la semence, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de denté. Et ensuite, on va faire en sorte de faire la sélection sur une zone la plus éloignée possible des champs hybrides. Mais la nature est ouverte et on n'est pas dans une logique de pureté de race. La logique de pureté de race, c'est la mort. Hein. Denté, c'est-à-dire que c'est un grain qui ressemble à une dent, enfin, qui a un trou dedans, enfin, un petit... Voilà. Et le Grand Roux basque, il est arrondi, c'est corné. Voilà. Donc voilà comment on fait. Ils ont mis plus ou moins, j'ai pas tout compris non plus, mais où ils ont créé quand même une zone pour protéger cette race, pour pouvoir la multiplier. Et je trouve que ce serait intéressant aussi sur des variétés comme ça, sans aller dans la pureté, je sais pas, pour la pureté non plus parfaite, c'est de mettre aussi les agriculteurs face à cette problématique d'une pollinisation par le vent et de créer des zones où on peut limiter, parce que n'importe quel jardinier peut aussi arriver sans savoir ce qu'il a et mettre ça dans... Ça, c'est une dimension difficile à maîtriser, mais qu'au moins chez les agriculteurs, dans un environnement de faire gaffe à ça, quoi. C'est une zone où on maintient une variété et voilà, c'était ça sur le point sur lequel j'appuyais. Est-ce qu'en gros vous remettez en cause le Pop, pop. Donc Bruno Joly, donc je suis paysan et je cultive du maïs population dans le Poitou-Charentes. Et donc il y a des paysans en Suisse qui ont recréé des populations à partir d'un mélange d'une quinzaine de variétés hybrides du commerce. Et ils ont réussi, au bout de quelques années, à retrouver une diversité génétique, à créer une population. Donc les maïs hybrides du commerce, leur problème, c'est qu'ils sont très appauvris génétiquement, mais ils ont à la base la même génétique que les maïs population, comme le Grand Roux basque. Et ce n'est pas forcément un problème à un moment d'avoir de la génétique hybride qui vient se mettre même un petit peu dans une population
On n'est pas dans un modèle de conservation vraiment, comme disait Yon, de pureté. Et ce qu'on cherche, c'est avoir des variétés adaptées à un terroir, adaptées à un territoire, pour un usage, pour avoir des produits de qualité, soit pour l'alimentation humaine, soit pour nourrir nos animaux. Et donc, je dirais que les hybrides ne sont pas un problème pour les populations. Par contre, les populations sont un gros problème pour les semenciers hybrides. Donc, c'est plutôt aux semenciers hybrides donc, de s'inquiéter du développement aujourd'hui des populations de pays en France, plutôt qu'aux cultivateurs comme on est, de variétés populations de pays, de s'inquiéter de la contamination hybride. Moi j'ai une question toute simple. Est-ce que la remise en cause du système productiviste standard vous permet de vivre correctement? Pour ce qui nous concerne, oui. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une vraie réalité économique derrière. On n'est pas des doux rêveurs, on ne fait pas du folklore. On vit de notre métier au jour le jour et on en vit plutôt pas mal. Merci. Pour répondre aussi, moi ce que je demande souvent, quand je réponds par une question, souvent lorsque des clients me posent cette question ou des curieux, et notamment je me rappelle d'une remarque de quelqu'un qui faisait une formation en bio et qui avait commencé la journée en critiquant fortement tout ce qui était permaculture et tout ça en disant ouais mais les gens ils en vivent pas. Je dis pas, je juge pas ça, je sais pas s'ils en vivent ou pas. Mais je lui ai dit mais est-ce qu'un maïsiculteur, est-ce qu'un éleveur qui est en prime Holstein, il vit de son métier? Il faut aussi demander ça aux autres, voilà. Mais je pense qu'autour de la table, tout le monde fait ce métier avec plaisir et je crois s'en sort à peu près. Voilà. C'est bien. Non seulement on nourrit les populations, mais on est fiers d'être paysans ou éleveurs. On en est fiers. Et si on reste sur la logique économique, ce qui est rare est cher. Ça, c'est la rareté fait la valeur d'un produit. Et si nous, on va sur quelque chose standard, on est mort. On est mort. Donc, j'ai posé la question tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent cette agriculture-là n'a pas d'avenir économique. On s'en fout de l'avenir économique et de... Sinon, je ne serais pas là. Au niveau national, on s'en fout. On s'en fout pas, là. Mais oui, on veut vivre. Dernière chose, oui. Cette agriculture-là, c'est la seule agriculture qui a existé jusqu'à il y a 50 ou 60 ans. Donc, dire... souvent, quand on dit ouais, on ne peut pas faire du vin en bio, quand on ne peut pas faire du maïs en bio, parce qu'on l'entend, moi je l'entends régulièrement ça, jusqu'à il y a 50-60 ans, on ne faisait que ça. Et on peut pas, c'est même pas la peine de se poser la question, bien sûr qu'on peut le faire et bien sûr qu'on peut en vivre. Voilà. Mais bien sûr. On n'a pas besoin d'être riche, on a besoin de vivre. Moi, je voudrais apporter une précision à ce que disait Yon tout à l'heure sur le fait que sur ce territoire, il n'y avait pas de culture d'OGM. D'abord, je pense qu'il doit y avoir au niveau de la réglementation française des décisions qui ont été prises vis-à-vis de ça. Mais au-delà... Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est qu'on a eu aussi le débat au niveau de l'appellation Sodirati, de savoir qu'est-ce qu'on mettait dans les conditions de production de l'appellation. Donc pour nous, ça a été le choix, effectivement, de ne pas élever nos animaux avec des aliments qui contiennent des OGM. Mais en parallèle, les gens, dans leur déclaration d'intention d'aptitude à l'appellation, ils ont signé l'engagement de ne pas cultiver d'OGM aussi sur leur surface. Donc, ce qui fait que sur le territoire du Pays Basque, on a plus de 1300 éleveurs qui sont impliqués dans l'appellation d'origine et qui donc ont pris cet engagement. Et je sais qu'à l'époque, c'était un élément très important. Et d'autre part aussi, normalement, l'État doit être en moyen de faire respecter le fait que nous, on ne puisse pas être contaminés par les autres. Donc c'est un double engagement, à la fois des éleveurs, mais à la fois de la responsabilité publique de pouvoir faire respecter cet engagement. Et je pense que ça a beaucoup contribué à faire que sur ce territoire, il n'y ait pas de culture. Oui, tu soulèves une question importante parce que on a fait voter en 2008 une loi qui est la loi OGM, à l'époque où Borloo était ministre de l'Environnement, qui dit effectivement qu'on n'a pas le droit de cultiver des OGM ou de les utiliser si on ne respecte pas les systèmes agraires existants et les filières sans OGM.
Et c'est à partir de cette loi qu'on est arrivé à avoir, en 2014, une loi qui interdit la culture du maïs. Mais le problème, c'est que si les nouveaux OGM dont j'ai parlé tout à l'heure ne s'appellent pas des OGM, cette loi ne s'applique pas. Et que donc là, on va avoir un combat beaucoup plus difficile à mener, surtout vis-à-vis des consommateurs. Maintenant, moi, je veux aller dans le sens de l'intervention de Bruno, y compris pour les OGM. Comment font nos amis du Chiapas au Mexique? Je ne sais pas si tu le sais peut-être mieux que moi, hein, mais bon, moi, non. Mais en tout cas, moi, c'est ce qu'ils m'ont raconté. Ils sont entourés. Bon, c'est un isolé, hein, quand même, le Chiapas. Ils sont dans les montagnes. Ils ont leurs maïs locaux. Les champs, ils sont isolés l'un de l'autre par des rangées. C'est un petit peu de pollinisation, c'est pas une catastrophe. Mais ils ne font rentrer leur territoire. Alors, ils tiennent leur territoire, hein, mais ça m'intéresse de dire ça au Pays Basque. Ils tiennent leur territoire. Ils ne plantent aucun grain de maïs quand ils ne savent pas d'où il vient. Point, à la ligne. Ils ne vont pas s'amuser à les analyser. Alors peut-être qu'il y aura quelques gènes de maïs. Je vais prendre l'exemple des abeilles. C'est vraiment dommage que l'ami des abeilles noires soit parti. Et vous comprendrez qu'ils sont sûrs de perdre. Les abeilles locales, bon, effectivement chez nous en Europe, en tout cas dans l'ouest de l'Europe, c'est les abeilles noires. Comment elles se reproduisent? Et là, vous comprendrez le lien qu'il y a entre ressemer sa récolte quand on est un cultivateur ou utiliser ses propres animaux qui sont adaptés localement pour faire les reproducteurs. Les mâles, ils s'envolent, ils vont féconder les femelles, où ça? À la limite de deux territoires, sur les cols. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'essentiel de la génétique vient de la vallée, vient du territoire. Mais qu'il y a un petit peu de génétique qui vient de la vallée d'à côté. Mais pas d'Asie, pas d'Amérique du Sud. Et le problème qu'on a eu avec l'apiculture moderne, donc bon, il y a les pesticides, c'est le premier problème. Mais il y a la génétique. On est allé chercher des abeilles en Asie parce qu'elles étaient plus productives. Ça nous a amené le varroa, mais surtout, ça nous amène de la pollinisation, de la contamination génétique. Et les apiculteurs deviennent en permanence dépendants de l'achat de rennes chaque année. Et il y a des éleveurs de rennes qui existent. Les éleveurs de rennes les plus performantes. Et ça, c'est quand même intéressant à savoir. Vous prenez ces abeilles, vous les mettez devant un champ de tournesol en fleurs, elles ne vont pas butiner. Elles attendent le sucre. Mais c'est les vaches ou même les brebis qui attendent le soja. C'est exactement pareil. Alors, quel est le risque pour nous? Effectivement, cette contamination génétique, elle a un petit peu fait disparaître les abeilles noires. Mais ce qui a fait disparaître les abeilles noires, c'est que les abeilles hybrides, elles produisent plus. Mais s'il y a des abeilles noires dans un territoire, et qu'il y a de la transhumance, vous allez en Provence au moment de la lavande, je vais dire, il y a des abeilles de toute l'Europe. Donc là, mais les reproducteurs mâles des abeilles hybrides, ils ne vont pas voler. Ils sont dans des élevages. Il n'y a pas un risque énorme de contamination. Si on revient au maïs, le maïs population, il fait 5 à 6 fois plus de pollen que le maïs hybride. Donc, je crois que tu as employé le mot, ils sont en train de dégénérer. Je ne sais plus qui c'est qui l'a dit tout à l'heure, mais leur système de pureté génétique, c'est de la dégénérescence. Donc, en termes de vitalité, en termes de capacité de reproduction, nos semences paysannes, nos animaux, le terme de race me gêne un peu. Hein. Moi, j'aime beaucoup la manière de travailler avec la chef commune de Provence. Hein. On n'est pas sur des types de races, on est sur les chèvres qui nous vont bien. L'éleveur, il sélectionne la chèvre qui lui va bien et il échange avec ses voisins. Génétiquement, on est les plus forts. Donc, c'est sûr, il y a un grand danger, et tu fais bien de le soulever en disant, bon, ben, on a gagné pour les OGM, mais moi je te dis, on risque de perdre pour les nouveaux OGM si on n'arrive pas à ce qu'ils soient étiquetés, mais il ne faut pas avoir peur. Nos systèmes sont les plus forts. Sur la question économique, ils ont répondu. Hein. Nos systèmes sont les plus forts. C'est sur ces mots que je vous propose de terminer cette conférence.
Ça vous laisse quelques minutes pour aller vous désaltérer si vous le souhaitez et pour ensuite rejoindre l'autre salle où se tient la conférence de 17h. Merci à toutes et à tous.